Nous allons maintenant accueillir Hugues Mouret, qui est directeur de l'association Arthropologia, qui est une association française. Donc on leur remercie d'avoir fait le trajet jusqu'ici pour être présent aujourd'hui. Bonjour à tous. J'avoue que la journée était compliquée pour moi. D'abord, je viens de France. Et alors ça, c'est toujours un plaisir de venir en Belgique. Vraiment, moi, je suis toujours ravi. C'est un accueil et des gens super agréables. Je vous le dis sincèrement. Et j'ai quelques copains à Gembloux, à Rochefort, à Mons, que je regrette de ne pas avoir vus. Et hier, j'étais même invité au colloque de Apis Bruxella à Bruxelles, mais j'ai pas pu parce que j'étais pris ailleurs. Et c'était bien dommage pour moi. Alors d'autant plus que je viens à un colloque sur les pollinisateurs. Le nom s'appelle Adalia, c'est une coccinelle. Moi, ce matin, je vais voir le chauffeur de bus, il me dit « Vous allez où ?» Je lui dis « Je vais à Bise. » Ok. Il me dit « Bah oui, forcément. » Il me dit « Ah non, c'est B, monsieur. » Ok. Je me suis senti un peu con comme un mouton. Mais bon, ça commençait bien, voilà. Et donc, heureusement, il y a eu des super présentations. Ça veut dire qu'en fait, moi, elle est sûrement beaucoup trop longue, mais je vais pouvoir sauter des parties parce que Anne-Laure, Pierre-Laurent, Jordan ont déjà raconté plein de choses, donc je ne vais pas les re-raconter, je vais passer rapidement dessus. Je voulais quand même, parce qu'il me reste quand même quelques éléments qui n'ont pas été dits, heureusement, vous parler de... Alors, je m'appelle Hugues, oui, ça a été dit, je suis donc, directeur scientifique, je suis plutôt directeur, parce que je ne m'occupe pas des parties un peu chiantes, là, administration, gestion, planification, finance, des trucs. Moi, je suis vraiment naturaliste. Et on est une association qui a 20 ans, 22 ans maintenant cette année, 2001, oui 22 ans, et on est une vingtaine de salariés, on intervient sur l'animation, je vais vous le dire juste après le plan, puisque j'ai une petite diapo pour le présenter. Un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité, les causes de l'effondrement, on l'a dit, donc je vais passer très très vite là-dessus, et me concentrer sur les aménagements. Voilà, donc on est une association qui intervient sur de l'animation scolaire, périscolaire, grand public, sorties, conférences, ateliers, etc. Beaucoup de formations professionnelles, espaces verts, agriculteurs, élus, journalistes. Et puis tout ça, ça se base sur une activité d'expertise naturaliste sur de la faune et de la flore. Évidemment, la faune, on restreint. La flore, on peut le faire. On oublie quelques groupes comme les mousses et des choses qui sont un peu compliquées, mais qui n'ont pas grand-chose en fait, à voir avec les insectes pollinisateurs, certainement un petit peu quand même. Et un travail de lobbying, mais je pense qu'à la fin de la présentation, vous en aurez une idée vague. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Je vous ai mis ça parce qu'en fait, c'est important qu'on se rappelle que la biodiversité, c'est pas que ça, même s'il y a une image cachée sur la gauche qui est un petit peu différente du reste. Parce qu'on pense, quand on pense biodiversité, on pense évidemment à la diversité. Il faut que je trouve le pointeur, c'est le bouton du haut. Non, ça marche pas. C'est celui-là, voilà. On pense souvent à la diversité des organismes, c'est-à-dire les espèces de faune, de flore, pour les plus optimistes, des champignons, des bactéries, des protistes, protozoaires, etc. Très bien. Mais ça, c'est qu'un niveau. Il y a aussi le niveau génétique, donc le moteur d'adaptation et de l'évolution, et les écosystèmes. Ça, c'est les trois niveaux, plus un transversal, qui est les processus hydrauliques, physico-chimiques, etc., le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle du carbone, etc. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui rend donc des fonctionnalités écologiques, ce qu'on appelle, quand on regarde à quoi ça nous sert, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et donc quand on parle d'effondrement du vivant, de disparition du vivant, c'est pas un peu moins d'oiseaux, un peu moins de papillons et un peu moins de fleurs. C'est ça, plus la perte de la capacité de la nature à s'adapter, plus la perte de la diversité d'écosystèmes, et par voie de conséquence, la perte des fonctionnalités et donc des services écosystémiques. Donc c'est quand même beaucoup plus alarmant que réduire simplement le nombre d'organismes vivant autour de nous. Je vous passerai le diaporama, parce qu'il y a plein de choses à lire. Je vais passer vite sur certaines choses, donc vous pourrez le reprendre à tête reposée. Mais voilà quelques exemples de services, de fonctions ou de services écosystémiques qui ont été classés par la FAO, hein, l'organisme qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation à l'ONU, en service d'approvisionnement, service de régulation, service d'appui, et un service vraiment typiquement anthropocentré, le service culturel, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr que les oiseaux et les insectes n'aillent pas non plus à des concerts dont on n'a pas idée. En tout cas, les insectes souffrent, si vous ne le saviez pas. On le sait maintenant, des études l'ont démontré, les insectes souffrent aussi. Donc, dans nos études, on en parlait avec Oriane entre midi et deux, quand on doit les tuer, parce qu'on doit tuer les insectes pour les déterminer à 80%, hein, sans ça, on peut en déterminer très très peu vivants ou sur photo, ben, il faut le faire rapidement et efficacement et pas les faire souffrir et pas traîner, quoi. Donc, je vous ai pris cet exemple qui n'est pas du tout décorrélé des pollinisateurs. Hein. Les plantes vont jouer des rôles tout à fait importants dans la régulation du climat, en particulier dans les milieux urbanisés, les milieux minéraux, comme les villes, évidemment, le centre-village et les cœurs de ville, où on a une moyenne de 2-3 degrés entre la campagne et le centre-ville. En cas de canicule, 8-10 degrés.
dans la métropole de Lyon en 2019, 12 degrés entre Lyon-Villeurbanne et sa couronne verte, toujours dans la métropole. Et ça, évidemment, la nuit, par effet de thermodynamie, hein, quand la température de l'air passe en dessous, hop, les minéraux se remettent à cracher de la chaleur. Donc les plantes, elles vont limiter l'accumulation de chaleur par ombrage et dégager de l'eau par évapotranspiration dans leur processus de photosynthèse. Et l'eau, quand elle s'évapore, c'est une réaction endothermique, ça capte de la chaleur, donc ça réduit significativement la température. Très bien, on en profite, bien-être, physique, moral, mais les animaux aussi. Donc, ce n'est pas complètement décorrélé. D'autant plus que je reviendrai sur les arbres, et ça a été dit tout à l'heure par Anne-Laure, et je suis content parce que je l'entends rarement, que les arbres et les arbustes sont quand même les vrais pourvoyeurs de fleurs. Quand on pense à pollinisateurs, on pense à fleurs herbacées, c'est très bien, il y en a une grande diversité, très bien. Mais en termes de quantité, les arbres et les arbustes sont quand même particulièrement intéressant. Voilà, vous avez probablement vu passer ces images, je ne m'attarde pas dessus, une ville sans végétation et une ville avec végétation, dans les mêmes conditions, évidemment, n'a pas du tout le même rapport à la température et donc à la capacité des animaux à survivre, parce qu'évidemment, des animaux qui sont poikilothermes, qui dépendent de la température extérieure, qui est variable, ou ectotherme, c'est la même chose. Évidemment, quand il fait 60 degrés, ils ont du mal à réguler. Et à 60 degrés, les organismes ne vivent pas. Vous courez à l'ombre et vous allumez la climatisation, eux ne peuvent pas. Ça, c'est pour résumer un peu le type de services écosystémiques qu'on peut trouver. Ils sont très variés. Alors, j'ai mis quelques éléments en exergue, l'eau, la biodiversité, la température, l'agriculture, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Moi, je voulais quand même me concentrer sur celui-là, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la pollinisation, qui est finalement le transport d'un grain de pollen du sexe mâle jusqu'au sexe femelle d'une autre fleur de la même espèce, de préférence, sinon ça marche pas toujours très très bien. En tout cas, ça peut, hein, mais pas toujours très très bien. En tout cas, c'est un préalable indispensable à la reproduction sexuée, et donc la fécondation croisée, et donc la diversité et la diversification des végétaux. Et ça, c'est sur 9 plantes sur 10 dans la nature. Hein. Ça veut dire que sur 9 plantes sur 10, elles sont là parce que la génération précédente des insectes se sont baladés sur les fleurs. Ça veut dire simplement ça. En termes d'alimentation, c'est les 3/4 de notre alimentation en diversité, seulement 35% du tonnage parce que les plus gros volumes produits, ce sont les céréales. Évidemment, le riz, le blé, l'avoine, le maïs sont pollinisés par le vent, ce sont des plantes anémophiles, mais ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez pas avec de l'amidon. Il faudra forcément avoir des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés et des vitamines. Et ça se trouve dans les fleurs, les fruits et les légumes. Et les fruits vont gonfler, c'est l'ovaire qui va gonfler et enfermer les bébés qu'on appelle des graines, des pépins, des noyaux. Donc ça assure évidemment le passage d'une génération à l'autre. Alors j'ai mis ces chiffres à jour parce que moi j'utilise les chiffres français d'habitude. Donc j'ai fait, alors pas pour vous parce que je l'avais déjà fait, j'avais déjà une présentation il y a un an en Belgique et donc je les avais déjà. J'ai juste remis à jour un, mais pas sur 2 diapos. C'est le nombre d'abeilles, j'étais à 370. Tout à l'heure Jordan a annoncé 403, donc sur une des diapos je l'ai corrigé, mais pas la deuxième, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, les insectes pollinisateurs en Belgique c'est ça. C'est pas l'abeille, c'est pas les abeilles. Parce qu'au-delà des 400 espèces d'abeilles, vous avez 7000 hyménoptères. C'est-à-dire les tentraides, les sphégiens, les micro-hyménoptères, les ichneumons, etc. Vous avez 4500 diptères, mouches, moustiques, moucherons, cirques, taquinaires, etc. 2400 papillons, je vais regarder les chiffres parce que je ne les connais pas du coup, 2400 papillons, dont probablement 95% de papillons de nuit. Hein, puisque, alors c'est le rapport français, 272 papillons de jour, 5400 papillons de nuit. Voilà, c'est ça la réalité. Et 4500 coléoptères, où là, tous ne vont pas dans les fleurs, mais en tout cas, les longicornes, les buprestes, les cétoines, les mordélides, les ragoniques, il y en a quand même beaucoup, donc plusieurs milliers, hein, probablement 1000, 2000 ou 2500 espèces sur ces 4005 qui vont dans les fleurs. Et beaucoup d'autres ordres qui vont également dans les fleurs et qui assurent potentiellement, plus ou moins, un travail de pollinisation. Donc les punaises, les thrips, les chrysopes, les perce-oreilles, voilà. Bon, 18 000 insectes connus en Belgique, c'est possible que mes chiffres ne soient pas tout à fait à jour. J'avoue que c'est hyper compliqué de trouver les chiffres à jour, parce que forcément c'est toujours remis à jour. Plus d'1 200 000 espèces connues dans le monde, mais oui, 10 à 15 000 insectes pollinisateurs en Belgique. Voilà, c'est quand même remarquable. Ce tableau, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est un tableau qui a été produit lors d'une thèse d'un programme européen qu'on a mené, qui s'appelle Urban Bees, auquel Oriane avait contribué, avec Laura, qui a fait sa thèse sur ce programme-là. Et c'est un réseau d'interaction sur un des sites qui a été suivi entre des abeilles qui sont en haut, chaque petite ligne c'est une abeille, enfin chaque petite colonne, et en bas, chaque petite colonne c'est une plante. Et à chaque fois qu'on trouvait une abeille sur une plante, eh ben, on tirait un trait. Mais là, je vous parle des abeilles. Vous vous rappelez qu'il y a 15 000 insectes, et que là j'en ai pris, si on était en Belgique, 400, en sachant qu'il n'y a pas 400 espèces d'insectes au même endroit, 400 espèces d'abeilles au même endroit. Donc vous imaginez la complexité des interactions entre les plantes et les insectes, si on y rajoute à ce tableau-là les coléoptères, les diptères, les lépidoptères et tous les autres hyménoptères. Juste pour essayer de mettre les mains dans la complexité de la problématique. Donc ça a été dit, les insectes viennent chercher du sucre pour voler, hein, ce qui leur donne l'énergie pour voler, et des protéines et un peu de lipides dans le pollen, notamment pour nourrir les larves d'abeilles, mais on va voir que les larves d'abeilles ne consomment pas la même chose que tout le monde.
Ce qui est intéressant, c'est que cette dépendance entre les fleurs et les insectes va attirer. C'est d'ailleurs comme ça. Hein, si vous voulez des cirques, il ne faut pas mettre des pucerons. Il y en a en général. Il faut mettre des fleurs. C'est bien les fleurs qui permettent aux insectes de se déplacer. Et s'il y a des pucerons, les cirques aphidiphages, parce que tous ne le sont pas, vont se mettre à pondre sur les colonies de pucerons et protéger vos cultures. Donc il y a un lien vraiment indispensable avec les fleurs. Et ça sous-entend le fait que quand vous mettez des fleurs, des insectes floricoles viennent. Parmi ces floricoles, une fois qu'ils vont pondre, eh ben, ils vont remplir de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire de la décomposition de crottes, d'excréments, de bois morts, la prédation des cochenilles ou des pucerons ou des chenilles, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle les auxiliaires de culture. Tous ces phénomènes de prédation, parasitoïsme, etc. Vont venir aider les cultures, mais vont servir également de proie aux animaux dits supérieurs. Évidemment, on en fait partie, c'est pour ça qu'on s'est classé dedans. Les amphibiens, les reptiles, les mammifères, etc. etc. Voilà les 4 principaux ordres. Je ne vais pas passer du temps là-dessus, parce que moi je suis naturaliste, je pourrais passer l'heure entière là-dessus. Donc je ne regarde pas, ce sont des papillons, lépidoptères, c'est les ailes recouvertes d'écailles, voilà, 2400 espèces, c'est juste magnifique, c'est des fleurs qui s'envolent, c'est superbe. Les diptères, qui sont très variés, et dont on connaît souvent les cirfes, il y en a 3 sur la photo, il y en a un à gauche, il y en a un au milieu, et il y en a un là. D'ailleurs, c'est les 3 groupes principaux, celui-là, parce que tous ne mangent pas des pucerons. J'avais dit que j'en parlais pas, mais quand même, je vous le dis. Ceux-là se développent dans les eaux usées, donc il leur faut de l'eau usée quand même pour se développer. Ah bah oui. Ceux-là se développent dans les nids de bourdons. Vous voyez comme c'est mimétique d'un bourdon. Il y en a d'autres qui se développent dans les nids de frelons. Alors ce sont des commensaux, hein, ils mangent les déchets et ils bénéficient de la protection, parce que vous ne mettez pas les mains dans les nids de frelons, bien que c'est beaucoup moins agressif que les guêpes. Et qu'il y a un 4e frelon qu'on n'a pas évoqué en Europe, qui est présent en Espagne, c'est Vespa bicolore, qui est un tout petit frelon jaune, et voilà, qui ne pose pas de problème, mais qui devrait arriver du fait du réchauffement d'ici quelques années. Et en bas à droite, vous avez un Sphaerophoria, un cirfe écrit, un cirfe porte-plume, qui donc lui pond dans les colonies de pucerons, et ces asticots, ces larves, mangent les pucerons. Les coléoptères, où j'ai mis là évidemment des coléoptères floricoles avec des longicornes là et là, des buprestes, des cétoines qui sont des scarabées, encore une cétoine ici, un clairon qui est un parasite des abeilles, mais vous voyez bien qu'il est recouvert de pollen, hein, dans les renoncules, il adore ça, et même une coccinelle qui en début ou en fin de saison, alors qu'elles sont carnivores, quand il manque de protéines, elles peuvent tout à fait aller se nourrir du pollen des fleurs et trouver leur pitance. Et évidemment les hyménoptères, dont on distingue les micro-hyménoptères qui vont avoir besoin de toutes petites fleurs, évidemment, comme les petits moucherons, les guêpes, on en a parlé, les tentraides, qu'on n'évoque pas parmi les pollinisateurs. Regardez le corps de cette bestiole-là. J'ai rencontré il y a quelques années un spécialiste des tentraides qui me disait souvent je suis obligé de les brosser pour les déterminer parce qu'on ne voit pas les critères. Si ça, c'est pas la preuve que c'est un super transporteur de pollen. Donc je pense qu'on place toujours les abeilles, et je fais partie des apidologues, au-dessus en termes de pollinisation. C'est pas si évident que ça, selon la saison, selon la taille ou la forme de la fleur, selon le niveau d'humidité, selon la présence des autres organismes. Voilà, en fait, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance à le décrire, parce qu'on le décrit avec un regard tout à fait sectaire, enfin en tout cas par le trou d'une serrure, parce qu'on connaît très très peu de choses. Il y a aussi donc des guêpes avec la plus grosse guêpe, hein, le frelon d'Europe, des paralyseurs qui vont paralyser des pucerons, par exemple, comme les pinfrodons, ou bien qui vont paralyser l'abeille mellifère avec le philantapivore. Mais ça, il y a 1 millier d'espèces de sphégiens qui paralysent des cercopes, des chenilles, etc. J'avais dit que j'en parlais pas. Et donc, beaucoup d'autres insectes, comme les chrysopes, comme les perce-oreilles, comme les punaises, etc. Je vous l'avais dit. Mais je voulais faire quand même un petit focus sur ces abeilles, bien que le sujet a largement été défloré. Donc 6 familles présentes en Europe. Il me semble que la 7e est cantonnée à l'Océanie, mais il faudra vérifier, mais il me semble. Et voilà une petite image tout à fait classique, mais vous en avez plein, des panneaux de les abeilles de vos jardins en Wallonie qui sont magnifiques, avec des photos superbes. En plus, j'ai vu quelques photos de Nico passer qui sont toujours aussi belles. On l'a dit, ça aussi, évidemment, quand on parle d'abeilles, et que les gens vous questionnent sur l'apiculture, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, ce que je suis en train de dire. Eh bien, c'est un petit peu pareil que quand vous faites une sortie avec la LPO et que les gens vous parlent de poules. Parce qu'on a affaire, pour l'abeille domestique, à un animal qui a été domestiqué du point de vue maison, fabrication de la maison, mais aussi du point de vue génétique. On a sélectionné des gènes de travail en limitant les gènes d'agressivité et en lui prodiguant la capacité d'accumuler bien plus de nourriture que ce qu'elle a besoin pour passer l'hiver, ce qui nous permet de lui voler un petit peu de miel. Je le dis ça sans... Je suis aussi apiculteur amateur, fan du miel, je me soigne qu'à ça, donc il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, bien entendu. De la même manière, la poule, on lui fabrique sa maison, on la déplace, on la soigne, on la nourrit, hein, de la même manière. Bon, bah, vous nourrissez, alors si, un petit peu l'hiver avec des graines de tournesol, mais ce n'est pas nécessaire forcément si on avait des espaces sauvages, encore une fois. Mais évidemment, quand on fait ce rapprochement, eh ben vous allez voir qu'en termes de compétition, il n'est pas tout à fait anodin et il est même tout à fait cohérent. D'ailleurs, imaginez ce qui se passe sur 3000 m² sur lesquels vous mettez 3000 poules, en sachant que c'est bien en dessous
du niveau de concentration des poules qui sont élevées dans les batteries. Eh ben, on va en parler quand il y a trop de ruches très rapidement. Alors quand on parle de diversité, tout à l'heure on a vu Megachile Pluto avec une perdita, donc là c'était à l'échelle planétaire, mais là je suis à l'échelle européenne. Voilà la plus grande abeille d'Europe, le Xylocope, alors Valga et Violacea, les deux grandes espèces de Xylocope d'abeilles charpentières sauvages, et la plus petite qu'on ait, les nomioïdes qui font la taille de son œil. Donc ça c'est en Europe, hein. Avec des couleurs, donc il y en a des rouges, des jaunes, des glabres, des printanières, des estivales, des spécifiques, des généralistes. Voilà, on l'a dit, c'est très très varié, évidemment. Vous avez, alors, 400 espèces de, excusez-moi, je connais les chiffres de France, 400 espèces d'abeilles et 200 espèces d'oiseaux. Vous imaginez la diversité de la biologie des oiseaux, ben, il y a 2 fois plus d'espèces d'abeilles, donc la diversité est au moins, enfin en tout cas la diversité de l'écologie est au moins similaire. Évidemment, une abeille, c'est pas une guêpe. Si vous saviez pas comment les reconnaître, c'est pas les couleurs, c'est pas la taille de guêpe, parce qu'il y a sur les 1000 espèces d'abeilles, il y en a qui sont jaunes et noirs avec une taille de guêpe très marquée, notamment certains petits coucous. C'est par exemple les ailes, ça c'est instantané. Les guêpes, dès qu'elles se posent, elles replient leurs ailes une fois dans la longueur, et donc c'est très facile à voir. Elles ont 2 petites baguettes sur les côtés, et pas les ailes qui recouvrent leur abdomen, comme c'est le cas sur l'abeille. On a vu que leur caractéristique vraiment, c'était d'avoir des poils branchus, c'est ça qui les distingue de tous les autres insectes, ce qui a un rapport avec la capacité de transporter du pollen, évidemment, par voie mécanique, évidemment, par accrochage, mais par voie électrostatique aussi, hein, puisqu'il y a un changement de polarité du pollen à l'approche des insectes, et évidemment, ces poils sont chargés aussi et attirent le pollen. On a parlé des régimes généralistes et des régimes spécialistes, qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent liés à la taille de leur langue. Ce sont des abeilles à langue courte. D'ailleurs, parmi les langues courtes, il y en a quelques-unes qui ont une langue un peu longue. Et il y a des abeilles à langue longue. D'ailleurs, parmi les abeilles à langue longue, il y en a quelques-unes qui ont une langue un peu courte. Mais à part ça, les choses vont bien. Et voilà un travail fait par nos amis belges de Mons, hein, l'équipe de Rasmont, sur les abeilles à langue courte. On va les trouver principalement sur les fleurs à corolle ouverte. Hein. C'est la fable de La Fontaine du renard et de la cigogne. Vous vous rappelez, le renard croise la cigogne, il l'invite à manger chez lui et il lui donne à manger dans des assiettes. Alors, la cigogne, elle galère grave. Du coup, en retour, elle l'invite à manger chez elle, elle lui donne à manger dans des vases. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que les cigognes, ce sont les abeilles à langue longue, sont capables de manger dans les corolles ouvertes, donc dans les assiettes. Si on regarde les abeilles à langue courte, elles vont plutôt aller dans les composés, dans les roses, dans les ombellifères, qui sont donc des coupelles ouvertes. Si on regarde les abeilles à langue longue, elles vont plutôt aller dans les corolles soudées, refermées, que sont les légumineuses, les lamiers, mais vous voyez qu'elles négligent pas du tout les autres formes de fleurs. Donc elles ont un spectre quand même relativement plus large globalement. Elles vont nicher, comme on l'a dit, toujours de la même manière, en fabriquant un pain d'abeille, donc ça s'appelle pain parce qu'il y a de la salive, et la salive, il y a des enzymes dedans, et va attaquer un peu le pollen, et donc le rendre plus digeste, comme notre farine, avec la levure qui rend la farine digeste. Et on mange du coup du pain qui est digeste. Et donc on a des abeilles hélicicoles, on l'a dit, on a des abeilles coupeuses de feuilles qui font leur nid avec des petits cigares pour mettre leurs larves à l'intérieur avec les réserves. On a des abeilles cotonnières, vous dites cotonneuses ici, j'ai appris. Moi je disais cotonnière, mais voilà, on dit cotonneuse en Belgique. Les abeilles résinières, tu dis résineuses, non non. Les abeilles charpentières, on ne dit pas charpenteuses, mais on peut dire charbonneuses. Il existe des fois le mot charbonneuse, qu'elles sont noires. Mais l'essentiel va nicher dans le sol. Alors en Belgique, 50%, j'ai entendu plus de 50%. En France, on est à 70% des abeilles. Ouais, 70-80 qui sont terricoles, qui nichent dans les sols. Alors évidemment, souvent des sols bien exposés, drainants, etc. Mais pas que, ça peut être des sols inondés. Hein. Il y a des abeilles qui résistent à plusieurs semaines d'inondation parce qu'elles ont une petite membrane autour qui protège la larve et qui leur permet d'être sous l'eau quelques semaines. Bon. On a un problème. Vous le savez, je ne m'attarde pas là-dessus, vous aurez les chiffres, c'est catastrophique. En fait, je regarderai juste cette courbe-là. Bah, vous voyez, on est en train de suivre la courbe grise et en train de se demander si on n'irait pas sur la courbe jaune. Mais en fait, il faudrait aller sur la courbe verte. Bon, on en est encore loin. Il y a plein de choses qui se font. J'avoue avoir été particulièrement épaté de ce que j'ai vu sur la douzaine de communes qui présentaient des actions sur les 238 communes de Wallonie. C'est déjà pas mal, 15 sur 238, je ne suis pas sûr qu'on soit à ce niveau-là en France. On n'a pas de conseils à vous donner, hein, on n'a pas d'exemples à vous donner. Enfin, on a plein de choses à vous montrer, comme vous avez plein de choses à nous montrer, mais on est loin d'être exemplaire. Pour preuve, le plan qui vient d'être mis en place, auquel je participe, dans le conseil scientifique, dans plusieurs groupes de travail, on ne parle pas de sortie du pesticide. Alors qu'en fait, on va voir que c'est la principale cause, quoi. C'est que la terre est empoisonnée. Donc en fait, tant qu'on ne parle pas de sortie du pesticide, on peut installer des hôtels ou mettre des fleurs, si vous voulez, mais ça ne marchera pas, hein. Ça suffira pas, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tout souvent, on nous parle, je remets celle d'avant ce que vous allez lire, souvent on nous parle d'une étude qui est parue dans PLOS ONE en 2017 et qui parle d'une chute des insectes de 76 à 82%, disparition de 76 à 82% de la biomasse des insectes volants dans 30 prairies suivies pendant 30 ans en Allemagne.
pertinent, mais c'est la biomasse. On tue tous les vertébrés qu'il y a dans la salle, vous faites exploser la biomasse des mouches et des nécrophores. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent comme indicateur. On coupe toutes les arbres de Wallonie, on fait exploser la biomasse des scolytes. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. Par contre, alors on en parle beaucoup moins, en 2019, 2 ans plus tard, il est sorti une étude dans Nature qui a mesuré sur 290 sites, 150 prairies et 140 forêts, et qui a suivi 2700 espèces, et qui a eu pour conclusion, en 10 ans seulement, hein, qu'on a perdu les 2/3 de la biomasse en 10 ans. Et là, ce n'est pas 76% en 30 ans, c'est 67% en 10 ans. 8 individus sur 10, c'est l'abondance. Il manque 8 insectes sur 10 par rapport à il y a 10 ans. Et 1/3 des espèces. C'est un peu moins visible dans les forêts, probablement du fait de la résilience, mais probablement aussi du fait, puisque l'abondance n'a réduit que 10%, ils estiment que ce n'est pas significatif, probablement aussi du fait que des arbres sont en train de mourir et que les mangeurs d'arbres augmentent, et donc augmentent la biomasse des insectes sans être un indicateur forcément pertinent. C'est une explication qui ne tient qu'à moi et qui vaut ce qu'elle vaut. Si on regarde les principales causes de disparition du vivant, c'est les pollutions tout azimut. Alors quand je dis pollution, c'est les pesticides. D'ailleurs, je vous remercie de parler de pesticides, de biocides, parce que nous, on parle de produits phytosanitaires. Et même maintenant, le nom légal, c'est phytopharmaceutique. Non mais on se fout de la gueule de qui? Ça soigne les plantes ou ça bute le vivant? Donc à un moment, ok, ce sont des biocides, vous avez raison d'en parler et merci de le faire. Les pollutions donc agricoles, certes, mais industrielles, domestiques, les pollutions lumineuses, les pollutions liées à nos transports. Hein. Maintenant, on peut travailler à 40 km de chez soi, c'est pas un problème, les voitures le permettent de le faire. On peut aller manger chez un copain qui habite à 80 km, c'est pas du tout un souci, et on peut partir en vacances à l'autre bout de la planète. Bon, c'est des questions qu'il va évidemment falloir se poser. La deuxième, c'est la destruction des habitats, le morcellement. Jordan, je crois que c'est lui qui l'a expliqué, hein, quand c'est séparé, on a une dérive génétique, je suis plus trop sûr de qui a fait quoi, mais en tout cas, voilà, c'est la même chose diluée dans le temps. Et je m'arrête là, parce qu'en fait, la troisième cause, l'embrasement climatique, est une conséquence des deux premières. C'est-à-dire qu'on nous bassine, et à raison, je ne suis pas en train de dénigrer le changement climatique et de le sous-évaluer, du changement climatique. En fait, le changement climatique est la conséquence de la disparition du vivant. La Terre s'embrase parce que les milieux sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. Donc ça devient une nouvelle cause qui accélère encore plus la disparition du vivant. Et à ça, vous y mettez l'introduction d'espèces invasives, comme ça a été dit, qui ont été faites pour le commerce, hein, qui ont été vendues parce qu'elles étaient jolies, parce qu'elles étaient mellifères, parce qu'elles étaient fourragères, pour tout un tas de raisons. Donc il y a des gens qui se sont sucrés des boîtes pendant des années à vous vendre ces plantes, et aujourd'hui, on prend vos impôts pour réparer le problème sans jamais leur demander de mettre la main à la poche. Il faudrait peut-être un jour qu'on rétablisse les choses. Je suis allé voir hier sur le site, le site de Statista, qui fait des statistiques agricoles notamment, avec une source FAO. Voilà, si vous vous demandiez quels étaient les consommateurs, les premiers consommateurs de pesticides en Europe, c'est la France. On se tire la bourre avec l'Espagne. Alors c'est en valeur absolue, hein, évidemment. Là, le chiffre de l'année dernière, 43 000 tonnes, donc on a un petit peu augmenté de 1,7%, c'était exactement la voie qu'il fallait prendre. L'Italie est en train de nous rattraper, c'est une bonne nouvelle, et l'Allemagne aussi. Alors que vous regardez en fait le poids qui est utilisé par hectare, on se rend compte que finalement, les pires en termes de... Ceux qui utilisent le plus de pesticides à l'hectare, ce sont les Pays-Bas, mais des quantités nettement inférieures, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes surfaces agricoles, comme ça a aussi été dit. Pollution lumineuse, vous imaginez que quand on parle de 5705 papillons, pardon, on est en Belgique, je ne me rappelle plus, c'est combien, vous vous rappelez, 2400, 2500 papillons, c'est ça? Et donc 90% qui volent la nuit, les chrysopes, on en a parlé, qui volent la nuit, les perce-oreilles qui se déplacent la nuit, etc. Bon, vous imaginez que, normalement, pour un insecte, il y a une seule lampe la nuit, c'est la lune. Et quand vous prenez des lampadaires et que vous les allumez, en fait, ce sont des lunes plus puissantes. Ça émet plus de lumière qu'une lune, chaque lampadaire. Et donc le système, ils ne sont pas vraiment attirés par les lumières, c'est que le système d'orientation qui leur permet d'aller en ligne droite aux insectes, c'est de garder un angle constant entre la source lumineuse, la Lune, 350 000 km, et la direction qu'ils prennent. En gardant cet angle constant, ils vont en ligne droite en suivant la courbure de la Terre. Si la Lune, vous la mettez sur la Terre, ils se mettent à faire un cercle concentrique et à tomber sur la lampe et s'arrêter et finir par se faire prédater, mourir de faim, mourir d'épuisement, etc. Bref, plus servir la biologie de leur espèce. Je ne m'attends pas là-dessus. Malheureusement, on le voit plus, hein, parce qu'il n'y a plus autant d'insectes, donc c'est des choses qu'on ne voit plus. Mais ça a existé. Alors, je n'ai pas les chiffres pour l'Europe, pour la Belgique, donc je m'en suis tenu à la France, mais il y a des chances que la proportion soit équivalente. En France, on a coupé en 100 ans entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de air. Je ne sais pas si ça vous parle, les kilométrages, mais le tour de la Terre à l'équateur fait 40 000 kilomètres. Quand je dis 2 millions de kilomètres, ça fait 50 fois le tour de la Terre.
en kilométrage de haies. On a drainé les 2/3 des zones humides, on détruit des hectares de prairies naturelles pour en faire des prés d'embauche, manger de la viande toxique, mais pas chère, matin, midi et soir. Et on artificialise, c'est les chiffres du ministère d'il y a un mois ou deux, 35 000 hectares. Donc tout fier, il nous a présenté 35 000 hectares sont artificialisés en France. On a baissé, on est passé de 38 à 36. Donc moi j'ai levé la main, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis, ça veut dire 9,5 mètres carrés par seconde? Ça veut dire un terrain de foot toutes les 5 minutes. Ah ben non, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc ça reste tout à fait terrible. Quand je dis les haies, on a des super programmes de plantation de haies. On plante 10 à 11 000 km de haies par an en France chaque année. Oui, pour faire 2 millions de kilomètres, il nous faut quelques millénaires. Mais on en coupe 12 à 13 000. Donc il nous faudra beaucoup plus que ça parce qu'on n'a toujours pas compris à quoi ça servait. Et on a réduit à peau de chagrin les espaces qui sont déjà bien modifiés ici en ça. Alors quand je vous mets ça, c'est pas une blague. Parce que voilà ce que ça donne, la France d'avion. Donc en fait, c'est bien pire en photo qu'en schéma. C'est pas toute la France, évidemment, mais c'est entre Paris et chez vous. Alors je suis allé voir sur le site de la DREAL, le ministère, la branche régionale du ministère de l'Environnement, qu'est-ce que c'est que ces zones qu'on artificialise? C'est peut-être des milieux tout pourris. Milieu naturel tout pourri, je ne sais pas si ça existe. Eh ben non, manque de bol. À 88%, c'est des zones agricoles, c'est des terres arables hors périmètre d'irrigation, parce qu'évidemment c'est interdit d'intervenir dedans, et c'est des prairies et des surfaces toujours en herbe. Ok, mais on en fait peut-être un truc super. Alors j'ai tourné la page, et je suis allé sur la page d'à côté. Eh ben non, à 73%, on en fait des mines et des décharges, on en fait des zones urbanisées, des zones industrielles. Vous voyez que les décharges, les mines et les décharges, pardon, c'est 41%. 41% des espaces naturels détruits en France deviennent des mines et des décharges. Elle est où la biodiversité? Voilà la métropole de Lyon en 65 ans. On a fait pas mal. Donc réchauffement des milieux, artificialisation des sols, perte de diversité, simplification, banalisation des milieux, enfin la totale évidemment. Et puis évidemment, on s'est cru plus intelligent que la nature, donc ça a aussi largement été dit, on a planté ces choses-là, c'était terrible en termes de florissement, de beauté. D'ailleurs, il y avait des labels, label Village Fleuri, qui commencent à prendre maintenant une partie d'indigènes, qui commencent à être modifiés, mais à la marge encore à mon sens. On a parlé de ces plantes modifiées, qui peuvent être tellement trafiquées que les pétales, qui ne sont pas des pétales, puisque c'est une astéracée, mais enfin, en tout cas, les fleurs ligulées, on va appeler ça des pétales, ce sera plus simple, ont été augmentées par sélection variétale d'une tare génétique, et donc évidemment, le pollen et le nectar sont soit plus accessibles, soit en moins bonne quantité, soit en moins bonne qualité, et donc ça ne remplit pas les fonctions pour lesquelles on nous demande. Évidemment, là, j'en ai 3 des pages comme ça, je n'ai mis qu'une, mais alors ils y sont rentrés de plein fouet puisqu'on les achète. Alors on avait un petit gars qui s'appelait Coluche, qui est mort il y a quelques temps, il nous disait, quand je pense qu'il suffirait qu'on arrête de les acheter pour qu'ils arrêtent de nous les vendre, eh ben oui, c'est bien ça le problème. Et si c'était que les bleuets? Parce qu'Anne-Laure vous a parlé des bleuets, mais moi je peux vous parler des chrysanthèmes. Ça ressemble à là c'est le chrysanthème d'Almacie, duquel on extrait le pyrètre, qui est une substance insecticide naturelle. Bon, on a fait des pyrétrénoïdes en laboratoire, ça ressemble au pyrètre, mais c'est hautement toxique et bien plus rémanent. Ça s'est détruit en 24 heures à l'air et à la lumière. Mais on en a fait ça. Les roses ont 5 pétales, toutes les rosacées de la planète, bon, on en a fait ça. Les soucis, là, il n'y a pas trop de soucis, là, on se demande. Et les œillets d'Inde, je ne sais même pas si vous saviez à quoi ça ressemblait, la forme normale, et on en a fait ça. Bon, évidemment, les pétales sont faits, pas pour faire des bouquets de fleurs et faire joli. Ils sont faits pour être vus par les insectes. C'est des grands drapeaux qui sont vus par les insectes, qui leur permettent de se poser, ils suivent les petites lignes qu'on voit à l'ultraviolet, et ils vont aux glandes à nectar, ils sucent du nectar, enfin ils lèchent du nectar, et ils se recouvrent de pollen. C'est comme ça que ça marche. Comment ils font là? En fait, ils vont tourner sur une plante sur laquelle il n'y a pas de nourriture. Donc ça fait des pièges, et ça va plus ça va jouer des rôles de pièges, encore plus quand il n'y a pas de nourriture dans l'environnement, dans la nourriture proche de l'environnement, ce qui est le cas souvent dans les villes. Se pose aussi le problème de l'introduction d'espèces exotiques, où là, vous avez l'exemple avec un dipladénia et une anthophora patte plumeuse, avec un onagre rose et un morosphinx, et avec un arrogia porte-soie et un lambda, où les animaux se retrouvent coincés dans les pièces florales par leur langue ou par leur trompe et meurent pendus par la langue. Bon, c'est pas très grave, c'est anecdotique et ça ne va pas changer la face du monde. Mais c'est à ça qu'on joue quand on transporte une plante à plusieurs milliers de kilomètres de son aire d'origine. La coévolution avec les animaux n'existe pas forcément, et donc il peut avoir ça, ou des carences en acides aminés dans le pollen. Et donc si le bouquet floral l'intéresse ou correspond à ce qu'elle connaît, elle va récolter le pollen, elle va nourrir ses larves avec et les tuer sans le savoir, puisqu'il est carencé, il manque un ou 2 acides aminés dedans. Et même nous, on ne peut pas le savoir, il faudrait le tester. Mais pour le tester, il faut le tester au moins sur 2 ans, ce que l'équipe de Mons a fait sur certaines plantes. Mais
Mais ils en sortent plusieurs milliers de variétés chaque année. On fait comment pour suivre? C'est pas possible. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut proscrire la totalité de l'horticole. Si vous me demandiez mon avis sincère, je pourrais vous le donner. Mais si je veux être un petit peu diplomate, ça vaudrait le coup quand même de diluer largement dans les espèces indigènes sauvages qui, elles, remplissent des fonctionnalités écologiques. Beaucoup trop de conifères, qui sont d'ailleurs tous des exotiques à part l'if. Ici, vous n'avez que l'if naturellement. Tous les autres ont été importés. D'ailleurs, on vous a importé, on vous a refourgué depuis la Méditerranée la processionnaire du pain. Je sais aussi, elle n'est pas arrivée, c'est une question de quelques années, parce que dès qu'on aura planté des pins noirs, des pins sylvestres chez vous, des pins noirs, et il y aura de la processionnaire, pas de problème. Et il manque de partout des arbustes. En tout cas, j'ai trouvé que sur les abords de la ville, c'était plutôt sympathique, mais ça, on trouve aussi des trucs sympathiques en France, évidemment. Par contre, dans les parcs urbains, dans les villes, dans les jardins, dans les espaces agricoles, on a supprimé cette strate. On passe de l'herbe aux arbres. Or, les arbustes, que sont les viornes, les troènes, les églantiers, les pruneliers, les aubépines, les tamaris, sont les berbéris, pardon, sont des plantes extrêmement florifères, extrêmement fructifères, et donc extrêmement intéressantes pour les insectes, pour les oiseaux, pour manger, mais aussi pour nicher, pour se réfugier, etc., etc. Alors, il existe aussi ce problème de compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je n'ai pas le temps, mais il existe 4 modalités. Une qui n'est pas surlignée parce qu'elle est tout à fait anecdotique, le fait qu'une abeille domestique fonce sur une abeille sauvage et lui pique ses pelotes de pollen, notamment sur des bourdons. Ça a été vu, moi je n'ai jamais vu ça, mais ça reste tout à fait anecdotique et donc sans impact. Le problème, il est quand on met une ruche, il n'y en a pas trop de problème. D'ailleurs, c'est une espèce tout à fait indigène qui vit ici, mais il n'y a jamais 50 nids au même endroit, naturellement. Et ça, ça modifie les modalités d'accès et la disponibilité des ressources florales. Donc on a une compétition pour les ressources. Une ruche, 40 à 80 000 individus avant l'essaimage, on va dire 50 000. Une ruche, c'est la moitié de butineuse, 25 000 qui sortent. 10 ruches, 250 000. 100 ruches, 2 500 000. Et en fait, en quelques heures, la nourriture qui existait autour a été spoliée. Il n'y a plus de nourriture pour les insectes pollinisateurs, pas que pour les abeilles sauvages, mais il y a aussi moins de pollen disponible pour les fleurs, parce que comme ça a été dit, le pollen d'Apis mellifera et des bourdons est stocké dans des boulettes avec de la salive et du nectar, et donc est stérile. Celui qui est stocké sur les pattes arrière ne pourra plus être rendu aux plantes. Alors que celui qui se balade sur les poils des abeilles, lui, reste tout à fait disponible pour les plantes. Et d'ailleurs, on voit un repli de la pollinisation en cas de forte densité de ruches. Une compétition apparente par la transmission de virus, où là aussi c'est catastrophique avec toutes les espèces élevées, mais c'est valable pas que pour l'abeille mellifère, c'est valable si je reste dans les abeilles pour le bourdon terrestre, c'est valable pour, je perds mes autres exemples, mais c'est valable pour d'autres exemples. En tout cas, on sait maintenant qu'elle transmet des virus aux abeilles sauvages, aux autres insectes et aux autres arthropodes, par exemple comme des araignées. Quand même problématique. Le bourdon terrestre, là, dont la sous-espèce qui vit dans la partie non gélive en France, là, sur le Var, la presqu'île de Gien et puis autour de Toulon, Xanthopus, on en a fait des élevages pour les vendre dans les serres et faire de la pollinisation pour les tomates à contre-saison. La tomate est une plante vibratile, mais s'il y a du vent, elle vibre avec le vent, elle est anémophile. Par contre, quand on a fermé les portes, parce qu'on est au mois de janvier, et qu'évidemment on est obligé de fermer les portes parce que la tomate ne tient pas à 0 degré, eh ben, il faut les vibrer. On a mis des vibreurs électriques, c'est un problème de maintenance, etc. On a trouvé cette solution, c'est de mettre des bourdons. Bon, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on en vend 3 à 4 millions de boîtes à chaussures, comme m'appelle Benoît, là, les boîtes à chaussures sur la planète. Et depuis son introduction, en quelques années, suite à l'introduction de Bombus terrestris en Argentine, pour la pollinisation à contre-saison des tomates, je le répète lourdement, on a vu l'aire de répartition de Bombus d'Albomi, le plus gros bourdon du monde, réduite de 95% par transmission de maladie. Là, c'est la variole, c'est la variole et la grippe. Quand les Européens sont arrivés en Amérique avec des virus dont il n'existait pas de gène de résistance, c'est l'hécatombe. Donc, faire joujou en Europe, c'est un problème. En Eurasie, c'est un problème, mais ça reste quand même le même continent avec des flux. Mais c'est un petit problème. Par contre, changer de continent, là, c'est une catastrophe. Et la dernière, c'est la modification du réseau plantes-insectes, puisqu'évidemment, de la diversité des pollinisateurs dépend la diversité et l'abondance des communautés végétales et la stabilité des communautés végétales. Mais cette bestiole qui a la particularité, Apis mellifera, de s'abattre sur la plus grosse ressource de nourriture disponible, si la plus grosse ressource est une plante invasive, elle va surpolliniser celle-là, qui va se reproduire aux dépens des petites plantes qu'il peut avoir en dessous et qui, elle, nourrissait une grande diversité d'insectes indigènes. Parce qu'évidemment, elle a une plasticité énorme. Apis mellifera, comme certains bourdons, elle est capable de butiner la majorité des fleurs. Voilà pour Apis mellifera, je répondrai à vos questions si vous voulez, si je peux. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces insectes pollinisateurs? Il faut qu'on inverse les causes de l'effondrement. Alors on a évidemment la possibilité d'intervenir sur les pollutions en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on achète, de ce qu'on importe, mais aussi
tout à chacun, dans son entreprise, son campus, son hôpital, sa maison, son résidence, etc., de leur rendre le gîte et le couvert. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Alors, il y a eu un plan national d'action en faveur des pollinisateurs, PNA, qui s'est arrêté en 2019 et qui a été repris par le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation. On aime bien changer de nom tous les 6 mois ou tous les 2 ans, ça fait genre un truc nouveau. Avec 6 axes, on y participe largement, voire lourdement parfois. Il n'y a pas de sortie des pesticides prévue, quoi. Et en fait, pour nous, c'est un vrai problème, c'est que, d'ailleurs, il n'y avait même pas d'argent qui était pour l'axe 1, c'est un peu décanté, heureusement, parce que c'est bien faire progresser les connaissances scientifiques sans argent pour les chercheurs, c'est un peu problématique. Mais on pense qu'en fait, tant qu'on ne prévoit pas un plan d'atténuation drastique et de sortie des pesticides à 5 ou 10 ans, on ne pourra pas en fait, aller très très loin. Donc, il va falloir commencer par arrêter de polluer, et puis évidemment, tout ce qui va avec, surproduire, gaspiller, transporter, etc. Ce que je vous ai dit, ça c'est lié à nos modes à nos habitudes et nos modes de consommation. Je saute sur ça pour vous parler de qu'est-ce qu'on fait. Il va falloir qu'on laisse de la place et du temps, c'est-à-dire partager le territoire et les ressources. C'est pas plus compliqué que ça, hein, vraiment. Alors, on peut faire le choix. J'ai entendu parler de choix de plantes, de choix de haies, de choix de gestion, de désherber les terrains. OK. Tant que les milieux ne sont pas rendus, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, c'est ce que tu disais, la meilleure réponse, c'est la nature. C'est la laisser faire. Parce que les zones qui sont écorchées, elles existent dans la nature. Parce qu'il y a des animaux qui grattent. Ah bah oui, mais ça a buté tous les animaux qui grattent, il n'y a plus d'animaux qui grattent. Donc c'est nous qui allons gratter avec un chalumeau. Mais on est tombé sur la tête, enfin. Il faut simplement, en fait, laisser de la place et du temps pour que la diversité des habitats, des espaces de ressources, de l'alimentation, des espaces de refuge et de nidification se recrée naturellement. Et pas qu'on groupe tout ça dans une petite étagère avec un toit. Comme un hôtel à insectes. Clin d'œil à Anne-Laure, je ne sais pas si elle est encore. Mais je vais y revenir. Et donc, évidemment, définir des zones qu'on va dédier à la biodiversité, ça ne veut pas dire que les humains n'y rentrent pas, ça veut dire qu'ils arrêtent d'exploiter et de tout défoncer dedans. Rediversifier, reconnecter les habitats pour des questions de durabilité génétique, donc c'est la mosaïque d'habitats qui fournit de l'alimentation, des ressources d'anification, du refuge, etc. Pérenniser ces habitats sur le long terme avec un plan de gestion pour pas que le prochain exécutif se dise « Ah ben non, mais moi je vais construire un immeuble, en fait c'est mieux ». Et puis leur foutre la paix. C'est pas compliqué. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De nourriture, d'espace, de vie et de déplacement. Ça s'appelle les réservoirs. Et d'espace de déplacement, par exemple, ça s'appelle les corridors. Donc, c'est ce qu'on appelle le gîte et le couvert. Mais moi, je voulais m'intéresser un peu plus précisément à ce dont ont besoin les insectes pollinisateurs. C'est-à-dire, évidemment, le gîte, ça veut dire, je viens de vous le dire, je ne vais pas le relire, mais je viens de vous le dire. Et le couvert, ça veut dire de l'alimentation. Bon, mais qu'est-ce que mangent les pollinisateurs? Les adultes, ils mangent des fleurs. Ça, vous le savez. D'ailleurs, pour ça, on ne parle que de fleurs. Mais les larves, ça là, les larves de cirfe, les larves de chrysope, les larves de papillons, les larves de tentrède, les larves de longicorne, les larves de cétoine et les larves de mouche, ça mange des fleurs. On ne maintiendra pas les pollinisateurs en mettant que des fleurs. Eh ben non, parce qu'il y a des larves qui sont carnivores, et donc il va leur falloir des proies. Il y a des larves qui sont parasitoïdes, donc il va leur falloir des hôtes. Il y a des larves qui parasitent les nids, les coucous, donc il va leur falloir des nids avec les hôtes. Il y a des larves qui sont herbivores, par exemple les chenilles, donc il leur faut des feuilles. Mais les 2500 papillons, il ne leur faut pas tous des feuilles de la même plante. Il leur faut certains du lichen, certains des graminées, d'autres des arbustes, d'autres des arbres. Donc il leur faut une diversité végétale. Et puis il y a des larves détritivores. Voilà, il leur faut des cadavres, des excréments, donc vous n'allez pas faire caca partout. Et, attendez, je finis ma phrase. Et tuer tout le monde. Eh ben non. Mais en fait, si on laisse la nature vivre, et qu'elle est abondante, il y a des animaux qui meurent. Il y a des animaux qui font caca et pipi. Et en fait, les excréments et les déchets, ils existent. Les animaux qui perdent des poils. Tout ça, ça existe s'il y a de la nature. Mais si on l'a supprimé, évidemment, c'est compliqué, quoi. Donc, de quoi ils ont besoin, pour résumer? De proies, d'hôtes, de nids avec leurs hôtes, de végétaux variés, de déchets. Bref, d'une mosaïque d'habitats. En fait, pour répondre à tout ça, pour répondre à vos 10-15 000 pollinisateurs, à leurs besoins, en fait, vous répondez à l'ensemble de la diversité. Bien plus largement, peut-être pas l'ensemble, mais bien plus largement que la diversité des pollinisateurs, puisque vous fournissez une mosaïque de ressources en termes d'habitat, de refuge, de corridors, etc., etc. Je ne m'étends pas, Anne-Laure, tu l'as fait? C'est super, pédagogiquement c'est super, c'est extraordinaire. On peut montrer à des gens des larves d'abeilles en train de manger du pollen. On a montré à des gens, dans le cadre de Urban Beast, qu'on avait des gros hôtels, qu'on prélevait 1/8 de chaque case pour faire des tests. Voilà, donc on avait fait des très très grands trucs. Du coup, on a largement contribué à la diffusion des hôtels. Du coup, on est en train de revenir avec les villes en disant on peut les réhabiliter, faire des espaces pédagogiques et virer tout ça. Mais on a pu montrer dans des petits tubes en pétrole, en PVC, une abeille, une smicornue, la plus commune, en train de pondre. Et je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup de gens, à part les apidologues qui ont entraîné dans des labos, qui ont vu une abeille pondre sur la planète. Et donc ça, c'est des choses qui sont remarquables pour les enfants et le grand public en termes de sensibilisation. Vous avez vu une intimité comme ça, vous défendez ces bestioles. C'est ça, les hôtels à insectes.
C'est en fait foutre la paix aux espaces, arrêter de les nettoyer, arrêter de faire, mais laisser faire, arrêter de toujours vouloir faire propre. Ça fait 2 millions d'années qu'on tient debout, ça fait 4 milliards d'années que la vie existe sur Terre, et nous, on veut la nettoyer. Mais je veux dire, un peu d'humilité. Il n'y a pas que les Français qui sont arrogants pour le coup, là. Voilà, des espaces de bois, des espaces d'herbes folles, des espaces de feuilles, qui sont des espaces de nidification, qui sont des espaces de refuge, qui sont des espaces d'hivernage, etc., etc. Je ne m'étends pas, l'arbre mort, ça a largement été dit aussi. Bah, vous verrez, c'est fabuleux. Alors cette petite infographie est géniale. Arbre mort, soi-disant, et vous trouvez en fait tous les organismes vivants qui sont dedans. Des habitats pionniers. Et bien là, évidemment, on est dans un terrain militaire. Donc, ce n'est pas les militaires qui ont fait exploser ça. C'est qu'en fait, il y a des garennes, et les lapins grattent, et quand ils grattent, ils mettent de la terre à nu, et ils dégagent des espaces de nidification pour des abeilles terricoles. Ou d'autres hyménoptères terricoles d'ailleurs. Donc c'est les fronts de coupe, etc., dans les carrières. Bref, c'est des choses qui peuvent être, même au sein de nos activités, exister, si tant est qu'on les voit et qu'on les conserve. Parce que ça, c'est souvent pour les espaces verts un échec, une terre à nu. Donc on va amender, on va brasser et on va semer pour que ce soit végétalisé. Or, en fait, c'est une modalité qui existe. Toute modalité qui existe dans le fonctionnement naturel est une modalité utile et utilisée, obligatoirement. Il y a 12 000 ans, il y avait des troupeaux de rocs. Les troupeaux de rocs, quand ils se baladaient au bord d'une zone humide ou qui avait été inondée, ils défonçaient tellement le sol à coups de tassement, ils faisaient rentrer l'eau en force et ils éjectaient l'air, que vous avez ces sols hyper tassés là qu'on ne peut même pas gratter. Eh ben, il y a des lasioblossums qui nichent que là-dedans et des électus qui nichent que là-dedans. Parce que cette modalité existe naturellement. Donc en fait, ça fait partie, même dans les espaces verts, et d'ailleurs vous voyez bien, c'est pour ceux qui gèrent des espaces verts, que c'est les usages qui régissent ça. Si les gens passent au milieu de votre prairie, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, ils iront. Donc en fait, profitez-en, dirigez-les dedans, ils vont tasser ce sol, et ce sol servira à la nidification d'espèces qui nichent dans un sol super tassé. Donc voilà, ne négligez pas l'ensemble des milieux. On peut aussi les reproduire artificiellement, ou bien, on a parlé des murets en pierre sèche, ou les murets en spirale. Alors évidemment, vous avez dit c'est des exotiques. Eh bien oui, cette technique a été inventée par des jardiniers anglais, qui vivent dans un milieu frais et humide, jusqu'à maintenant, mais ça va changer, et qui voulaient cultiver des plantes méditerranéennes de climat chaud et sec. Donc il fallait être anglais pour avoir l'idée, mais surtout il fallait être anglais pour y arriver, parce que ce sont des super horticulteurs. Et leur muret, il est arrondi, donc il est toujours face au soleil. Donc il y a un phénomène de réchauffement de la pierre, de transmission de la chaleur, d'assèchement du milieu, et on a un dégradé comme ça d'hygrométrie qui permet d'avoir des plantes très sèches de milieu méditerranéen dans le sud de l'Angleterre. Fabuleux, mais je suis d'accord que ce ne soit pas financé si c'est des exotiques. Par contre, évidemment, quand on fait ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça a été dit aussi, quand c'est décorrélé de la nourriture et décorrélé de l'environnement, il n'y a absolument aucun intérêt, sinon de payer les gens qui l'ont fait. Ne pas négliger les zones humides. 70% des zones humides ont été drainées en France, 85% au niveau planétaire, je ne sais pas combien c'est en Belgique, mais vous n'êtes sûrement pas loin. En plus des espaces pédagogiques incroyables, pour lesquels 30% de la flore protégée en France, je ne connais pas les chiffres pour la Belgique, est liée aux zones humides. Tout à l'heure, Jordan nous a parlé, je commence à confondre, je ne sais pas si lui, de salicaire et de lysimaque. Ben voilà, si vous voulez, il faut des points d'eau, parce que ça vit dans les terres fraîches, quoi. Et donc vous verrez des macropis et vous verrez des mélites noires. Hop. En plus, quand on restitue de l'eau à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un hameau, à l'échelle d'un quartier, on peut avoir des zones de phytoépuration et restituer l'eau au milieu, donc augmenter les zones d'eau libres pour que la biodiversité en bénéficie, pour qu'on bénéficie de son rafraîchissement, et puis pour qu'on évite d'engorger encore les réseaux de canalisation au profit de l'eau qu'elles vont récupérer de l'écoulement des toits. À Lyon, par exemple, il y a une aberration complètement délirante. Il y a deux rivières, vous savez, le Rhône et la Saône, et on a des parkings, enfin, je ne suis pas lyonnais, moi, qui sont au niveau de la Saône et du Rhône. Et donc, évidemment, l'eau, elle rentre par infiltration. Donc, il y a des pompes toute la journée qui prélèvent l'eau dans les parkings, sinon les voitures, elles sont saoulées et les gens, ils n'aiment pas. Et vous savez où on la met, l'eau? Dans les égouts. C'est pas le délire, mais c'est pas le délire. Bon, eh ben, il va falloir rendre de la vie au sol pour que ça marche. Parce que l'eau, c'est la vie, très bien, mais dans le sol, un quart du vivant connu sur la planète, plus de 500 000 espèces, vivent dans le sol. Pas sur le sol, dans le sol. On est sûrement loin de la réalité. Mettre de la matière organique dans le sol, ça veut dire augmenter les capacités de stockage de l'eau. Ça veut dire augmenter les capacités de stockage du carbone. Et donc, ça veut dire rendre la vie aux plantes, aux animaux, ça c'est ce qu'on voit, et tout ce qu'on ne voit pas. Voilà les cycles de l'eau dans une ville moderne, minérale, et dans les villes que vous êtes en train de faire. Et voilà, un jour, à quoi ça va ressembler, les villes, ce sera fabuleux. On aura construit les villes à la campagne, comme disait Émile Allais. Ouais, il a été attribué à plein d'auteurs. Le plus grand réservoir qu'on ait, évidemment, à disposition, c'est le sol, qui va jouer un rôle d'éponge. Plus la quantité de matière organique dans le sol est importante, plus ça va agréger des molécules d'eau. La terre est humide en forêt, pour cette raison-là, et ça va augmenter de façon exponentielle.
on avait 5 à 6% de matière organique dans les champs, on est passé en dessous d'1% au XXe siècle, en dessous de 0,5% dans plus de 80% des champs aux États-Unis, ça y est, l'Europe est en train d'y rentrer, et donc évidemment, quand il y a une grosse pluie, vous voyez la terre qui se barre, qui traverse la route, qui part dans les rivières, et qui part dans la mer, et à l'échelle de la planète, on a stérilisé la surface de l'Angleterre plus l'Irlande que vous répartissez sur les côtes mondiales, c'est des zones qui sont stériles, eutrophisées par engorgement en matière organique. Alors qu'en fait, si le sol est vivant, il est capable d'absorber entre 3 cm et 15 cm d'eau par heure. Les sols qu'on laboure dans l'agriculture moderne, vous voyez qu'est-ce qu'elle a de moderne? 1 mm d'eau par heure. C'est-à-dire qu'en fait, un sol vivant, ça va absorber 30 à 150 fois plus d'eau. Là, on n'a pas d'inondation. Hein. On nous dit, pour stocker du carbone, il faut planter des arbres, ce qui est une très bonne idée. Mais le plus gros puits de carbone de la biosphère continentale, si on évacue la mer, c'est pas du bois, c'est pas le bois, des arbres. Ça, c'est important, mais c'est la matière organique qui est dans le sol. Et qui fournit la plus grande quantité de matière organique? C'est pas vous, hein, avec vos poils et vos peaux mortes, hein, et vos caca, c'est pas vous. Les animaux, ils représentent 0,37% de la biomasse de la Terre. Les champignons, 2,5%. Les bactéries, 13%. Et les plantes, 82%. C'est les plantes. C'est les plantes qu'il nous faut. C'est celles qui fournissent le plus de matière organique. La matière organique qui tombe dans le sol et qui va stocker l'eau et qui va stocker le carbone. Et donc, ça veut dire récupérer et recycler toute la matière organique. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Mais en France, on a encore aujourd'hui, là, en 2022, enfin, les chiffres sont de 2022, 30% des poubelles grises, c'est de la matière organique. Ça devrait devenir de la terre, et on le fait fossiliser en l'enfouissant, ou on le brûle dans les incinérateurs. Alors que ça devrait devenir de la terre. Il y a eu des métiers, comme ça, on appelait ça des chiffonniers, je ne sais pas si ça porte le même nom ici, mais qui passaient dans les villes et qui récupéraient la matière organique, qui l'amenaient à la campagne, et qui en fabriquaient de la terre avec. Bon, c'était quand même pas mal. Déminéraliser partout, évidemment, pour que l'eau puisse s'infiltrer, pour que le sol soit vivant, pour que les plantes puissent pousser, pour que les animaux puissent nicher. Enfin, on en a parlé, donc je ne vais pas vous redétailler tout ça. On peut commencer par introduire quelques plantes par-ci, par-là. C'est les permis de planter, je ne sais pas si ces choses existent. Les micro-implantations florales, les MIF, pas les MILF, hein, attention, je vous vois venir, les micro-implantations florales. Et donc, ça permet aux gens de s'investir dans leur rue pour planter des végétaux décoratifs ou indigènes, qui c'est tout à fait pertinent. Alors là, je reviens un petit peu, mais ça a été évoqué aussi par Anne-Laure, c'est que dans des zones qui sont très caillouteuses, très sèches, en fait, on n'a souvent pas de possibilité de planter, sinon des sédums ou quelques plantes aromatiques du Sud qui sont très intéressantes pour une grande diversité d'insectes et notamment d'abeilles. Voilà les milieux qui peuvent être gérés de façon tout à fait extensive et douce. Alors on est en Allemagne ici, tout n'est pas rose non plus en Allemagne, vous avez vu leur quantité de pesticides. Les murs et les toits végétalisés qui participent au rafraîchissement de la ville tout en fournissant des refuges, en fournissant des fleurs. Le lierre, je ne m'étends pas là-dessus, ça a été largement évoqué. Le lierre est juste fabuleux en termes de quantité de fleurs fournies à l'entrée de l'hiver, mais de fruits au cœur de l'hiver pour les oiseaux. Les cimetières, ça aussi, ça a été évoqué, mais ce sont quand est-ce qu'on va foutre la paix à nos morts et arrêter de leur balancer des pesticides sur la tête? C'est quand même délirant. On ne peut pas laisser un peu des espaces de vie dans nos cimetières pour que ce soit un petit peu plus gai. Si vous voulez, je vous montre je les ai pas là, mais j'ai des photos de d'autres cimetières qui sont quand même terribles, quoi, terribles. Moi, je voudrais pas mourir dans un truc comme ça. Et donc, il va falloir qu'on reconstitue tous ces éléments qu'on a perdus, c'est-à-dire en termes de fleurissement, laisser la flore spontanée, parce que c'est elle qui est adaptée. Ce qui germe sans que vous l'ayez touché, c'est adapté au sol, au climat, à l'humidité, et au changement climatique aussi, parce que sinon, ceux qui ne sont pas adaptés vont mourir, et ils vont laisser la place à ceux qui sont adaptés. Et ça, c'est une des solutions qu'on a, c'est laisser la plasticité, la diversité génétique s'exprimer. Faucher tardivement, mais en décalé, ça veut dire précocement s'il faut, parce qu'on parlait d'étalement de floraison, mais là aussi, si vous fauchez au mois d'avril très tôt, et que vous fauchez mi-juillet, et que vous fauchez en octobre, 3 fauches, puisque vous avez séparé votre secteur en 3, super, les fauches du mois d'avril, elles vont fleurir un petit peu plus tardivement. Les fauches du mois de juillet, elles auront fait leur cycle complet, et les fauches du mois d'octobre, elles fleuriront pour certaines plantes au cœur de l'hiver, puisque maintenant, vous savez qu'il fait chaud l'hiver, en tout cas chez nous, on a pas mal d'insectes qui volent l'hiver, bien au-delà des espèces qui sont classiquement connues, comme Apis mellifera, les xylocopes, etc., mais les papillons et d'autres cirques qui sortent tout à fait au cœur de l'hiver. Donc en fait, c'est encore une fois une question de partage. Si vous ensemencez, il existe des semences locales, ça a été dit, pas d'amendement, sinon c'est le même problème que quand vous broyez sur place sur une prairie, vous enrichissez le sol en azote, parce que 97,5% du poids sec d'une plante, c'est 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Le carbone, c'est le CO2, l'hydrogène, c'est l'eau, l'oxygène, c'est dans l'eau et dans l'atmosphère, et l'azote, 79% de l'atmosphère. Donc en fait, 97,5% du poids sec d'une plante, c'est pas vous qui le donnez à manger, c'est les gaz environnants. Donc on se détend un petit peu sur l'amendement. Et surtout que si on engraisse, on fait sortir les plantes nitratophiles au détriment des plantes à fleurs. Une prairie riche est une prairie maigre. Une prairie grasse est une prairie pauvre en fleurs. Vous y trouverez des pissenlits, des grandes ombellifères blanches, du rumex, de l'ortie, des plantes nitratophiles, des chardons. Dans le programme Urban Vivre, je ne vous parle pas du programme, mais c'est un des résultats de Laura, c'est qu'en fait,
les plantes les plus intéressantes, ce n'est pas les plantes extraordinaires et les plantes rares. Et ça aussi, ça a été dit, les plantes les plus intéressantes, visitées par le plus grand nombre d'abeilles, par le plus grand nombre d'espèces et qui ont la plus grande force, ce sont des plantes ultra communes. Faites confiance à ce qu'on a autour de nous, parce que c'est ça les prairies naturelles. Regarde, vous vous rappelez les photos immondes de prairies colorées, artificielles que je vous avais montrées? Voilà ce que c'est qu'une prairie naturelle en bord de route. Voilà la prairie qui est juste en bas de chez moi. Ça fait 12 ans que j'y habite et que je leur parle régulièrement. J'ai même formé les espaces verts, vous allez voir comment ils gèrent. Donc ça, je me suis arrêté pour prendre cette photo en me disant, putain, ils vont le défoncer, donc je vais prendre cette photo. Bing, pouf. C'est pas le lendemain, c'est plusieurs années après, parce qu'en fait, le lendemain, ils avaient fait ça, mais ça m'avait gonflé. Et vous voyez, je me suis même pas arrêté, je l'ai pris en roulant. Là, l'épareuse au sol, quoi. Ah, mais plus on s'éloigne des grandes villes, plus on retourne dans le temps, hein, c'est terrible. Ce parc était tondu 8 à 10 fois par an, intégralement sur plusieurs hectares. On les a accompagnés, nous et d'autres associations naturalistes, sur faites des espaces de divagation pour que les gens puissent se balader, aller au pied des arbres, se reposer, faire leur pique-nique, faire ce qu'ils veulent, mais conserver l'essentiel, ça ne sert à rien de tout couper. Et donc à contre-saison, j'ai un PDF là, donc je n'ai pas toutes les images, à contre-saison, ils vont faucher tardivement, au mois de juillet la prairie, laisser une bande de 4-5 mètres sur le bord, en lisière, et celle-là, ils la faucheront à contre-saison au printemps suivant pour éviter que la forêt sorte. On voudrait bien leur faire en 3 parties, mais c'est un peu plus compliqué, mais ce serait quand même idéal pour toujours maintenir des espaces fleuris. Voilà quelques exemples de prairies en milieu tout à fait urbain, Rieux-la-Pape, hein, qui n'est pas connu forcément pour ses espaces fleuris, mais il y en a. Et ça veut dire se fournir, donc là je parle aux collectivités, hein, ça veut dire acheter du matériel, parce que si on tondre, c'est 300 tours par minute, ça coupe tout en petits morceaux, animaux, plantes, etc. Faucher, c'est faire tomber les plantes. Donc, on peut, effectivement, sur des petits espaces, ça c'est la ville de Lyon qui reforme certains faucheurs à la main pour travailler. Sur les espaces et les surfaces que vous avez, vous n'allez peut-être pas être super content. Il existe des faucheuses tractées, comme les exemples qui sont là. Par contre, ce qui est important, c'est d'exporter, encore une fois, pour appauvrir le sol et maintenir la diversité de fleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est sur les routes de Belgique, je suis venu en train, mais sur les routes de France, quand j'étais gamin, c'était il y a vraiment pas longtemps, il y avait plein de fleurs partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de fleurs, parce qu'en fait, les modalités de gestion sont broyées sur place. Et donc, comme on broie sur place, on enrichit le sol en azote, donc on fait disparaître les fleurs. Ce qui est dommage, parce qu'on perd quand même des millions de kilomètres de fleurs. Plantation, pareil, laissez sortir ce qui sort spontanément, nourrissez par le paillage et le mulchage les jeunes arbres, parce qu'une fois qu'ils sont grands, en fait, ils se nourrissent et ils se paillent tout seuls. Donc c'est juste au début qu'il faut le faire. Planter des indigènes, d'origine locale, diversifiés, en taille, en hauteur, en contour, en abord. Laisser des zones en libre évolution, ce seront les plus riches, et différencier les modalités de gestion. Voilà quelques exemples d'arbustes à fleurs, tout à fait intéressants. Et j'ai même mis des anémophiles, parce que ça a été cité tout à l'heure, hein, c'est tout à fait pertinent pour les premiers insectes pollinisateurs qui sortent très tôt au printemps. Voilà à quoi ressemblent la plupart des potagers classiques, tout ce qu'il ne faut pas faire, alors qu'un potager, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que là, vous partagez, il y a grave à manger, je le connais, hein, c'est mon jardin. Il y a grave à manger dedans, mais alors, je vais vous dire qu'en termes de ressources, je peux vous dire, j'ai près d'un millier d'espèces qui ont été relevées, 400 espèces de plantes, je dois être à 80 espèces d'abeilles, 50 oiseaux, 15 mammifères, 5 amphibiens, 4 reptiles, et 150 papillons de nuit, 50 papillons de jour, enfin, je ne vous fais pas la totale, mais c'est délirant, en 12 ans. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les jardins privés, donc là, il y a beaucoup d'espaces publics. En France, les espaces publics représentent 10 à 20% de la surface. Donc c'est super, mais ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on s'attaque à l'agriculture en les accompagnant financièrement, hein, parce que l'INSEE, en France, l'Institut de statistique, nous dit qu'il y a un agriculteur sur 3 qui gagne 600 € pour 70 heures de boulot. Un agriculteur sur 6 qui gagne 0 € pour 70 heures de boulot. C'est pire chez les éleveurs, c'est un peu moins pire chez certains viticulteurs, mais c'est sur passe de changer. Mais voilà, c'est quand même terrible, alors que le luxe fait des bénéfices. LVMH, par contre, lui, s'en sort bien. Le luxe, c'est par définition ce dont on n'a pas besoin pour vivre. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il va falloir qu'on investisse aussi les espaces privés. En France, les jardins privés représentent 1 million d'hectares. Ça fait presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles. C'est énorme, ça veut dire qu'on donne un quart, on rend un quart de notre jardin, on multiplie par 2 les surfaces naturelles en France, la surface des réserves naturelles françaises. On a un levier incroyable. À ça, vous ajoutez tous les bâtiments, les pieds d'immeubles, les entreprises, les campus, les hôpitaux, etc. Ce sont des millions d'hectares où le seul mec qui passe, il suit une tondeuse. Ça n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas un gars qui s'assoit dessus, qui pique-nique, qui se fait bronzer, qui joue au boulot, qui joue au foot, ça ne sert à rien. On définit la gestion par l'usage. S'il n'y a pas d'usage, vous lui foutez la paix. Ça s'embroussaille, il y a des arbustes, il y a des arbres, ça fait une forêt et ça rend bien plus de services en termes d'évapotranspiration, d'ombrage, de refuge. Et la lisière va être remplie de fleurs pour vos insectes pollinisateurs. On accompagne, alors normalement il y avait la même sans les petits dessins, parce qu'on accompagne les habitats collectifs dans la renaturation de leur espace, mais ça c'est un schéma. Maintenant je vais vous montrer chez moi. Je suis arrivé il y a 10 ans, c'était ça. Donc un espace de tonte nanifié avec un forsythia,
une oléacée exotique sur lequel il n'y a jamais un insecte qui se pose, et un chêne coupé, un pêché coupé avec, avec des petits chicots, là, donc il était rempli de champignons, il a fallu 2 ans pour crever. Voilà, je suis arrivé là-dedans, voilà en 10 ans ce que ça donne. En 12 ans, cette photo a 12 ans. Je vous le remets parce qu'en fait, ça va. J'ai même pas pu prendre le même cadrage parce qu'en fait, la barrière, elle est plus accessible. Il y a 3 mètres de haie maintenant. Elle est plus accessible. Les frênes qui sont là dépassent la maison. Les sureaux, là, ils ont une dizaine d'années qu'ils sont là. Ils atteignent pratiquement la maison. Enfin, de l'autre côté, en tout cas, ils atteignent la maison. Et vous voyez, les plantes méditerranéennes, les archéophytes bien implantées, avec l'été qu'on a eu l'année dernière, et c'est bien éclaté. Mais ça fait partie déjà. Voilà, il y a 12 ans, je suis arrivé, la maison ressemblait à ça. La façade nord, maintenant, elle ressemble à ça. De l'autre côté, ça ressemblait à ça. Maintenant, ça ressemble à ça. Et puis ça, là, qui était, donc le sud est là, hein, donc c'est exposé plein sud, c'était intenable. Les premières années, on ne pouvait pas rester dans la maison, c'était intenable. Premières années de canicule. Aujourd'hui, pas de problème. La terrasse est à l'ombre, la maison, et là, vous n'avez pas la face sud, elle est complètement couverte de glycine et de plantes exotiques, mais comestibles, et dont l'exiocopador, et de vignes. Oh, une plante méditerranéenne. Mais bon, voilà, la façade est couverte. Pourquoi je parle de ça? Bon, pareil, nous, on a fait des petits guides. Nature Paris, on fait des trucs super intéressants aussi, donc vous aurez les références si ça vous intéresse. On a fait des petites vidéos au printemps 2020, puisqu'on n'a pas pu intervenir en formation, comme tout le monde, vous savez ce qui s'est passé. Donc on leur a demandé aux financeurs si on pouvait faire des petites vidéos. On en a fait 5 qui durent de 5 à 12 minutes sur la mosaïque, les prédateurs, les recycleurs, les pollinisateurs et accueillir les auxiliaires avec des témoignages de paysans. Donc c'est valable, ça c'est intéressant pour tous les gestionnaires. Donc n'hésitez pas, c'est sur la chaîne YouTube de l'asso où vous trouvez, en tapant du vivant dans les champs, vous trouvez facilement. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas les naturalistes qui disent il n'y a qu'à faucon, nous on sait ce qu'il faut que vous fassiez les paysans, c'est les paysans qui viennent s'exprimer. Il y a des naturalistes, il y a des scientifiques, mais il y a aussi les témoignages des paysans. Et ce petit guide, parce qu'évidemment, tout ce que je vous ai raconté là, un peu en accéléré, et même je suis à la bourre, comment on fait pour s'en rappeler, pour le mettre en œuvre? Eh bien, on a fait, pour ça, on a mis en place un petit guide qui sort sous forme d'application numérique, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui n'aiment plus avoir du papier, moi ça me rend fou, mais du coup, ça pourrait se faire sur un téléphone ou sur une tablette, voilà, j'avais une page pour. Et pour vous présenter ça, je vais vous passer un petit film de 2 minutes, et Merlin va vous expliquer ça. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Merlin, enfin, le Merlin à quel je fais référence, on va voir s'il y a des fans là-dedans. Donc, comme c'est un PDF, elle n'apparaît pas, je vais juste finir mon diaporama. Il va falloir qu'on... Non, je vais faire une pause, et je vais sortir de là, je ne sais pas du tout comment on fait. Je vais essayer, comme ça, voilà, très bien, j'y arrive, et comme ça. On se revoit dans 2 minutes. Est-ce qu'on peut mettre le son, s'il vous plaît? Merci. Oh, Jean-Phi, Ah oui, j'arrive. on avait bien dit 9 h, non? Oui, mais j'étais absorbé Absorbé par quoi? par ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le diagnostic pollinisation édité par Arthropologia. Ça sert à quoi? Eh ben, ça sert à savoir où en est ton jardin en termes de biodiversité et d'accueil des pollinisateurs. Bah, il est très bien, mon jardin. Hein. Il y a des fleurs, de l'herbe, des arbres, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Oh là là, attends, c'est pas si simple que ça. Hein, quelles fleurs, quelle herbe, quels arbres? Bah quoi, une fleur, c'est une fleur. Pour une abeille, qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change tout, justement. Puis il n'y a pas que les abeilles, il y en a plein d'autres des pollinisateurs. Ça m'a l'air bien compliqué, ton truc, là. Compliqué, tu rigoles? Attends, il suffit juste de répondre aux questions. C'est comme un test dans un magazine. Ah ouais, mais si les réponses sont mauvaises, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise note. Il n'y a pas de mauvaise note. L'idée, c'est de t'aider à comprendre ce que tu peux améliorer. D'accord, mais améliorer quoi? J'ai pas envie de tout chambouler. Je l'aime bien, moi, mon jardin. Mais il n'est pas question de tout chambouler. Le plus souvent, la solution, c'est justement de laisser agir la nature. Parce que la nature, elle ne nous a pas attendus. Tu vois, une herbe un peu plus haute, des branches mortes laissées au sol, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Et c'est long à remplir, ton truc? Une demi-heure. Et on le trouve où, ce diagnostic? Ici, j'en ai pris un pour toi. Une demi-heure, tu dis? Ouais. Ça tombe bien, Pourquoi? parce que c'est pile le temps que je vais te mettre dans la vue sur la sortie d'aujourd'hui. Allez, roule, ma poule! N'oublie pas de fermer la bouche, tu vas avaler une abeille. Mon diaporama qui est là. Non, qui n'est pas là. Il est là. Ah oui, il est là. Alors je sais pas comment on fait en fait. Je trouve pas affichage, mode plein écran. Attendez. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, c'est bon. Merci, parfait. Voilà, donc il va falloir qu'on implique tout le monde.
l'agriculture qui est le plus gros levier, qui est le plus gros perturbateur des milieux, le plus gros intoxicateur. Je n'accuse pas les paysans, évidemment. Nous sommes responsables, encore une fois, dire qu'il suffirait qu'on arrête de les acheter, etc. Les espaces publics, donc ça c'est les communes qui sont là, les collectivités, parce que vous avez un devoir d'exemplarité, c'est quand même nos sous. Enfin, pas les miens pour le coup, parce que moi je ne suis pas dans mon pays. Et les espaces privés, parce qu'en fait on est tous responsables de la planète sur laquelle on vit et du monde qu'on va laisser à nos enfants. Là on est en train de subir le monde des anciens, on est en train de fabriquer le monde des enfants. Et le monde des enfants, c'est pas sûr qu'il soit tenable. Donc pour résumer, j'aurais pu mettre que cette diapo. Il va falloir qu'on protège l'existant parce que c'est ça qui fonctionne et la compensation n'est jamais efficace, sinon à attendre 30 ou 40 ans la plupart du temps. Désimperméabiliser et désuniformiser les milieux et déminéraliser évidemment pour pouvoir planter, végétaliser massivement, renaturer, réensauvager les espaces, connecter ces espaces pour que ça puisse vivre durablement, protéger ces zones rendues à la nature et impliquer le plus grand nombre. Voilà, et je vais finir par cette citation, je ne savais pas ce que vous allez lire, d'un philosophe, naturaliste, peintre, artiste suisse, comme ça on a fait le tour des francophones d'Europe, qui s'appelle Robert Hénard et qui disait il y a 60 ans, un jour viendra, et plutôt qu'on ne le pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais à la quantité, la qualité et à l'étendue de sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Eh bien, on y est. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de voir la biodiversité comme une entrave, comme une gêne, comme quelque chose dont il faut se débarrasser, qu'il faut gérer, mais il faut juste lui foutre la paix parce qu'on en a besoin, et c'est comme ça qu'on pourra sortir et évoluer notre condition d'humain qui est en train de détruire la planète qui l'a vu naître. Les enfants, dernière citation, j'ai rajouté 2 petits mots, hein. Ils nous disent il est temps, mais moi je dis il est peut-être encore temps parce que franchement, le point de non-retour, on n'en est pas loin, mais c'est vraiment maintenant qu'il va falloir y aller et qu'il va falloir y aller massivement. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et j'ai pas tenu les délais, je suis désolé. C'est à cause du petit film. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bah c'est bon alors. Donc, vous avez vu en fait en quelques années comment on change le faciès d'un espace? Complètement. C'est fou. Hein. Si j'avais fait l'inventaire il y a 12 ans dans mon jardin, je trouvais 3 abeilles. Je suis à 80. Je n'ai pas vraiment de questions, mais ce que vous dites ici, je pense que la plupart d'entre nous l'entendons bien. Malheureusement, on n'est pas les seuls à décider. Il y a plein de collègues dans les administrations à convaincre, mais je voudrais juste rajouter une petite citation qu'on a entendue. Peut-être que certains ici étaient présents en 2019. Il y avait à Mons un colloque qui s'appelait « Histoire d'arbres ». Et il y a une phrase que j'ai retenue et que je cite régulièrement quand on est en réunion et où ça tourne en rond, où ça n'avance pas. Je dis, quand un voiriste aura compris nos besoins, eh ben, on arrivera aux exemples qu'on voit régulièrement lors des colloques et tout ça, et que parfois on a encore du mal à mettre en place. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Bah, merci pour le partage. Bonjour, moi ce n'est pas une question non plus, mais c'est une réflexion que je voudrais quand même partager. Je suis dans une commune et je fais évidemment attention à mettre un maximum de plantes indigènes et de plantes pollinisatrices. Et j'ai eu un jour un sondage d'une université de la santé et qui me disait est-ce que chaque fois que vous mettez des plantes, est-ce que vous faites attention que ce sont des plantes qui ne sont pas allergènes? Et donc, je me suis retrouvée confrontée là, entre mon besoin de développer, enfin en tout cas de faire attention à la biodiversité, et j'ai reçu ça comme une claque en me disant, ça y est, maintenant, on va avoir les professionnels de la santé qui vont nous tomber dessus parce que toutes ces plantes qu'on met pour la biodiversité, est-ce qu'elles ne sont pas allergènes? Et j'avoue que j'étais un peu dévastée pendant quelques temps. Et voilà, je partage cette tristesse que j'ai. Mais merci. Partagez donc avec votre ministère de l'Agriculture et demandez-leur si à chaque fois qu'ils mettent des nouvelles voitures, chaque fois qu'ils émettent des nouvelles industries qui émettent des polluants, des microparticules, etc., est-ce que vraiment on se pose la question sur la destruction des voies respiratoires et donc sur les phénomènes d'affaiblissement organique qui découlent sur des phénomènes d'allergie? Parce qu'en fait, on peut être allergique aux plantes, mais on l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 50 ans, du fait qu'on respire de la merde toutes les journées. Donc en fait, est-ce qu'on prend le problème dans le bon sens?
Oui, c'est un peu là-dessus que je me suis rabattue, mais effectivement, la première question, c'était pensez-vous, quand vous mettez des plantes, à ce que ce soit des plantes non allergènes? Alors là aussi, quand il y a une grande diversité, il y a un effet tampon. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un... Mais attendez, moi, j'ai vu les artistes. On laisse la voix aux artistes dans les villes. Il y a 3 bâtiments qui ont été construits à côté dans le quartier de Confluence à Lyon. L'artiste, il a planté 1500 bouleaux au milieu. Non, 500, pardon. 500 bouleaux au milieu. 500 bouleaux. Donc on lui a dit, bah non, en fait, tu ne peux pas d'avoir 500 bouleaux au même endroit, ça n'a pas de sens. Et puis 500 bouleaux, c'est un arbre allergène, donc les gens autour, ils vont couiner, quoi. Et bah, ça n'a pas loupé, ils ont mis quelques années à venir à commencer à faire des fleurs, et ben là, ils ont commencé à les débiter. Donc c'est quand même délirant. Et là aussi, s'il y avait d'autres arbres, des arbustes, s'il y avait une grande diversité de faune, bah, peut-être que les effets seraient tamponnés par le vivant. C'est toujours le problème de simplifier le milieu. Il reste que ce qu'on ne veut pas. Les insectes ne sont pas tous en danger, c'est pas vrai, hein, il y en a qui se portent très très bien. Les insectes, d'ailleurs les espèces anthropophiles, les mouches, les moustiques, les tiques, les rats, les souris, les blattes, tout ce qui vit sur nos déchets se porte très très bien. Donc voilà, tout dépend de comment est-ce qu'on veut avoir notre monde. Si on veut qu'il n'y ait que des humains, on sera accompagné de tous ceux qu'on aime bien. Si on laisse un peu plus de place, ceux qu'on aime bien seront régulés par les autres, en partie en tout cas. Ouais, c'est la pause café, c'est pour ça. Non, parce que j'ai un peu les boules, j'ai pas de questions, mais c'est la pause café alors. Merci à tous.